J'avais un but, je voulais être l'un des meilleurs joueurs de basketball de tous les temps. Je pense que la meilleure façon de prouver sa valeur est de travailler et d'apprendre à absorber. Il faut toujours chercher à dépasser son potentiel. Aussi fort que vous croyez pouvoir travailler, vous pouvez travailler plus fort que les autres et c'est ce que j'ai essayé de faire quand je suis arrivé. Mais le basketball est une compétition tellement directe que j'en ai eu besoin. Comme mes coéquipiers, si je reçois un coup de coude à l'entraînement, ils viendront me voir et me demanderont si je vais bien. Vous savez, j'ai toujours eu ce petit quelque chose en plus sur les épaules. Chaque jour, à l'entraînement, j'essayais d'anéantir tout le monde. Je voulais donc prouver que vous n'aviez pas besoin de me surveiller. Je me débrouille. C'était donc toujours cette nature compétitive, l'éthique de travail et la curiosité, parce que je posais beaucoup de questions. Vous savez, quand je jouais avec Byron Scott, je lui posais beaucoup de questions. Eddie Jones, qui était très doué pour chasser les gardiens des écrans, alors que je ne comprenais pas comment faire. J'étais assis avec lui avant l'entraînement, après l'entraînement, le mot magique. Kurt Rambis se souvient de tous les grands joueurs des Lakers, je m'asseyais toujours avec eux et je leur posais des questions sur certains matchs que j'avais étudiés en grandissant et sur ce qui s'était réellement passé. Qu'avez-vous ressenti ? Très difficile à défendre ? Pourquoi ? Parce que j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose. Alors, dites-moi ce que je rate. Vous voyez ce que je veux dire ? J'ai donc toujours posé des questions et essayé d'en apprendre le plus possible, un peu comme je le fais maintenant, c'est-à-dire avec beaucoup de curiosité. Beaucoup de curiosité. J'ai eu un excellent professeur au lycée. Il s'appelait Jane Mastriano, dont je suis toujours très proche. C'est elle qui a éveillé ma curiosité pour l'écriture. Et la raison pour laquelle j'ai senti que c'était important à l'époque, ce n'était pas pour l'amour de l'écriture, ni pour raconter des histoires. Mais il y a des choses dans l'histoire qui peuvent m'aider à devenir un meilleur joueur de basket, un meilleur coéquipier, un meilleur leader, à mieux comprendre les émotions. C'est pourquoi je me suis lancé dans la narration au niveau national. J'étais d'une curiosité insensée, et des choses insignifiantes attiraient mon attention. Il fallait que ce soit des saints, il fallait que ce soit des choses qui étaient différentes, j'avais un but, je voulais être l'un des meilleurs joueurs de basketball de l'histoire. Et tout ce qui était en dehors de cette voie ? Je n'avais pas le temps. À quel âge cet objectif est-il devenu clair comme de l'eau de roche ? J'ai passé ce marché avec moi-même à l'âge de 13 ans. C'était clair comme de l'eau de roche. Et d'où vient l'inspiration ? L'amour du jeu, le défi, comme je regardais Magic jouer, je regardais Michael jouer. Je les voyais faire des choses incroyables. Et je me disais, est-ce que je peux atteindre ce niveau ? La plus grande partie de votre attention se porte sur une seule chose. C'est comme ça que vous le voyez ? Comme si c'était mon avantage sur les autres ? Oui, c'est vrai. À l'époque, je ne le comprenais pas vraiment. Pour moi, le basket était la chose la plus importante. Donc tout ce que je voyais, que ce soit des émissions de télévision, des livres que je lisais, des gens à qui je parlais, tout était fait pour essayer d'apprendre à devenir un meilleur joueur de basket. Tout ce que j'ai fait à 13 ans, c'est jouer plus longtemps, parce que mon jeu ne consistait pas à être meilleur que nous. 13 ans, il s'agissait d'être meilleur que vous lorsque les jeux étaient vraiment faits. J'ai donc joué à 13 ans, et j'ai cherché à vous jauger et à voir quelles étaient vos forces et vos faiblesses. Comment abordez-vous le jeu ? Êtes-vous stupide ? Êtes-vous un peu gaffeur ? Êtes-vous bon parce que vous êtes plus grand et plus fort que les autres ? Il y a la réflexion et l'habileté que vous mettez dans le jeu. Et quand je joue avec mes faiblesses. Je ne joue pas avec mes forces, mais avec mes faiblesses. Parce que lorsque vous jouez au basketball en été, il y a tellement de matchs. Il n'y a pas beaucoup de travail sur les compétences. Alors, quand allez-vous vous améliorer ? Lorsque vous jouez dans des situations de compétition, vous ne jouez que sur vos points forts. Pourquoi ? Parce que vous voulez gagner. Pendant ces matchs, j'ai donc travaillé sur les points qui m'affaiblissaient, la main gauche, le pull-up jump shot,
le post-game, de sorte que j'ai une stratégie. J'ai donc une stratégie. Ensuite, j'avance rapidement jusqu'à ce que j'ai 17 ans et que mon jeu soit complètement équilibré et que ce joueur de 13 ans fasse encore la même chose que celui de 17 ans. Oui, c'est ça. Et vous avez attrapé et vous avez vu que vous étiez fauché et au fait, laissez-moi vous demander, c'est l'école secondaire, vous allez entrer dans la ligue quand vous aurez fini de jouer. Quand je suis rentré en NBA j'étais beaucoup plus motivé, mais la NBA est en fait plus facile parce que ce que j'ai découvert, c'est que beaucoup de gars jouaient pour la stabilité financière. Et quand ils sont arrivés en NBA, ils ont obtenu cette stabilité financière. La passion, l'éthique de travail et l'obsession ont donc disparu. Alors je regarde ça et je me dis, oh mon Dieu, c'est comme si on prenait des bonbons à un bébé. Et je m'étonne que Mike gagne tous ses championnats. Ma philosophie était très simple. Et c'est là que je pense qu'elle joue un rôle important dans ma vie. Vous avez la chance d'avoir des outils physiques. Au cours de ma carrière, je me suis promis de travailler dur chaque jour afin de ne pas avoir de regrets lorsque je prendrai ma retraite. La chose la plus importante pour moi était de ne rien négliger, de m'améliorer chaque jour. Et si je vis de cette manière, au fil du temps, j'obtiendrai quelque chose de magnifique. Telle était ma philosophie, qui semble assez simple. Mais si vous viviez votre vie en vous améliorant chaque jour, vous le feriez pendant 20 ans. Et voilà pourquoi la pratique était importante. Ce n'est pas seulement parce que j'aime jouer, que j'aime m'améliorer, mais aussi parce qu'en tant que leader d'une équipe, j'aime m'améliorer. Mais en tant que leader d'une équipe, il est également de votre responsabilité d'élever le reste des gens qui ont tendance à se bloquer et à vouloir dire « Ok, la façon de rendre les joueurs meilleurs est de leur passer la balle, quand ils sont ouverts, c'est une façon très triviale de voir les choses, il faut les amener émotionnellement, à vouloir être meilleurs. » Vous devez créer une sorte d'espace émotionnel dans lequel ils se réveillent chaque matin, pour qu'ils soient la meilleure version d'eux-mêmes. Et à l'entraînement, c'est là qu'il faut connaître ses coéquipiers. Parce que si vous avez un match aller-retour, et que nous avons un entraînement le lendemain, les gars aiment aussi faire les gestes, s'entraîner, il est important de connaître chacun d'entre eux individuellement, personnellement, parce que vous savez quel nerf toucher. Pour certains, c'est comme si nous pouvions faire ceci ou cela, ce qui les fera avancer. Ou alors, il faut savoir sur quel bouton appuyer. Son pouvoir consiste toujours à raconter qu'ils ont perdu une médaille d'or contre nous et qu'ils vont perdre à nouveau. Je vais te battre, dans les entraînements, comme pour gagner un match de médaille d'or. C'est ce qu'il faut faire à l'entraînement, il faut absolument s'entraîner, c'est plus intense et plus dur. Dans un match, le 7 sera dans un match, le 7 sera. Mais si ce n'est pas le cas, l'équipe nulle commence à se replier sur elle-même. Voici ce que son échec signifie. Ce n'est pas qu'il n'existe pas. Il n'existe pas. C'est le fruit de votre imagination. Qu'est-ce que cela signifie ? Utilisons les fins heureuses. C'est ça. Et nous pouvons faire le lien avec l'échec qui n'existe pas. Tout le monde en parle, tout le monde veut une fin heureuse. Voyons maintenant ce qu'il en est réellement. C'est vrai. Et c'est comme un conte de fées. C'est comme Blanche-Neige. Elle devient heureuse, puis elle trouve des empreintes, quoi qu'elle fasse, elle vit heureuse pour toujours. Je les appelle parce que 2 mois plus tard, ils se sont disputés et il dort sur le canapé. C'est vrai. Le fait est que l'histoire continue, l'histoire continue. Donc, si vous échouez le lundi, la seule façon d'échouer le lundi est de décider de ne pas progresser à partir de là. Pour moi, c'est la raison pour laquelle l'échec n'existe pas. Parce que vous savez, si j'échoue aujourd'hui, d'accord, je vais apprendre quelque chose de cet échec. Et je vais réessayer mardi. Avec les enfants, c'est différent. La communication avec nos enfants, c'est que Popes travaille dur. C'est le niveau d'attention aux détails que vous devez avoir dans tout ce que vous faites. Il s'agit donc de donner l'exemple. C'est la même chose pour ma femme, qui reste à la maison, donc elle travaille dur. Elle y travaille donc très dur. Son souci du détail est donc un exemple pour nos enfants. Quant à ma femme, elle est aussi compétitive que moi. Elle me dit, écoute, si tu dois t'entraîner 8 heures par jour, si tu dois passer 9 mois par an loin de ta famille, tu ferais mieux d'aller au championnat pour savoir pourquoi on fait ça. Qu'est-ce qu'on fait ? Mais c'est un exercice d'équilibre et c'est ce qui est important,
c'est de comprendre que nous devons avoir beaucoup d'énergie parce que pour Natalia et Gianna, quand elles étaient bébés, surtout Natalia parce que c'était ses années de gloire, j'allais à l'entraînement, je m'entraînais et je jouais, je rentrais à la maison et j'étais endolorie et fatiguée. Et elle veut aller nager. Elle veut que je l'emmène au parc. Elle veut sauter sur mon dos, ou quoi que ce soit d'autre. Vous ne pouvez pas dire, je suis trop fatiguée. Je vais m'allonger. Ce n'est pas juste. Elle ne sait pas ce qui se passe. C'est vrai. Et si c'était un jeu, tu le ferais et tu jouerais. Je joue à des jeux avec la grippe. Je joue à des jeux avec des heures de fièvre à 102 degrés. On espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, et aussi activer votre cloche de notification pour ne rien rater. À la prochaine. Vivre et non survivre. Soyons prospères.